L'un des retournements de situation les plus incroyables de l'histoire du sport repose sur un principe tout simple, que n'importe qui peut appliquer dans sa propre vie. Alors pour bien comprendre, il faut revenir en arrière. Pendant plus de 100 ans, le cyclisme britannique, c'était la définition même de la médiocrité. On parle d'une seule médaille d'or olympique en un siècle, et jamais, au grand jamais, une victoire sur le Tour de France. C'était tellement la catastrophe qu'un des plus grands fabricants de vélos en Europe a carrément refusé de leur vendre du matos, de peur que ça nuise à leur image de marque. C'est dire le niveau. Alors la question qui tue, c'est mais qu'est-ce qui a bien pu changer? Comment est-ce qu'on passe de, soyons honnêtes, la risée du peloton, à une machine de guerre qui rafle 60% des médailles d'or au JO en seulement 5 ans? C'est juste dingue. Eh bien, la réponse, ce n'est pas une transformation radicale, un coup de baguette magique. Non, non, c'est une philosophie, l'agrégation des gains marginaux. Le concept est simple, on prend tout, absolument tout ce qui touche au cyclisme et on cherche à l'améliorer, ne serait-ce que de 1%. Alors oui, ça passe par des choses évidentes, comme des selles de vélo plus confortables, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Jusqu'à des détails qu'on n'imaginerait même pas, comme la meilleure façon de se laver les mains pour ne pas tomber malade. Voilà, c'est ça, la puissance du 1%. C'est là qu'on voit pourquoi les petites habitudes peuvent faire une différence absolument énorme. Cette histoire des cyclistes, en fait, elle illustre parfaitement le cœur du sujet. La puissance de l'effet cumulé. De toutes petites habitudes, des trucs qui semblent insignifiants sur le moment, peuvent s'accumuler et donner des résultats incroyables sur le long terme. Mais attention, parce que ce principe, il fonctionne dans les deux sens. Regardez ça. Si on se dégrade de juste 1% chaque jour, franchement, 1%, on le sent à peine passer, n'est-ce pas? Eh bien, au bout d'un an, on se retrouve quasiment à zéro. C'est fou. Toutes ces petites erreurs, ces mauvaises habitudes qu'on répète sans y penser, jour après jour, elles finissent par tout anéantir. Mais maintenant, regardons le côté pile de la pièce. Si on s'améliore de 1% chaque jour, encore une fois, ça n'a l'air de rien. Et pourtant, sur une année, l'effet cumulé est juste monstrueux. On devient presque 38 fois meilleur. C'est ça, la magie des maths qui se cache derrière le succès. Les petites améliorations, en fait, elles ne font pas que s'additionner. Elles se multiplient entre elles. Ok, tout ça c'est bien beau, mais la question c'est comment on fait concrètement? Eh bien ce principe, il repose sur un cadre, un système super simple et super puissant. Ce sont les 4 lois du changement de comportement. Pensez-y comme un mode d'emploi pour intégrer ces fameuses améliorations de 1% dans la vie de tous les jours. Allez, on attaque avec la première loi, rendre l'habitude évidente. On l'appelle la main invisible qui façonne le comportement. Et c'est très bien dit. L'idée de base, c'est que notre comportement est beaucoup moins une question de volonté que de ce qui nous entoure, des signaux dans notre environnement. Il y a cette citation de Carl Jung qui résume ça à la perfection. Tant que l'on n'aura pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et on appellera ça le destin. C'est puissant, non? En fait, la plupart de nos mauvaises habitudes sont des automatismes. La toute première étape pour changer, c'est donc d'en prendre conscience. De mettre le doigt sur ces fameux déclencheurs qui les activent sans qu'on s'en rende compte. Et pour illustrer ça, prenons un exemple historique, un exemple vraiment frappant. On est pendant la guerre du Vietnam. Et là, une statistique sort, et c'est un choc. Plus de 15% des soldats américains sur place sont dépendants à l'héroïne. 15%. La situation semble complètement désespérée. Et pourtant, à leur retour aux États-Unis, il se passe un truc complètement fou. 90%. C'est le pourcentage de ces soldats qui ont arrêté leur dépendance presque du jour au lendemain. 9 soldats sur 10. Ça allait à l'encontre de absolument tout ce qu'on pensait savoir sur l'addiction à cette époque. Mais comment c'est possible? Est-ce qu'ils avaient une volonté surhumaine, une discipline de fer forgée à l'armée? C'est ça le secret? Pas du tout. La réponse est bien plus simple et en fait bien plus puissante. Ils ont radicalement changé d'environnement. C'est tout. Au Vietnam, les signaux qui déclenchaient la consommation étaient partout. Une fois rentrés chez eux, plus rien. Tous ces déclencheurs avaient disparu. Et la leçon, elle est là. Quand le contexte change, l'habitude suit. On passe à la deuxième loi, rendre l'habitude attrayante. C'est l'attraction irrésistible de la tribu. Faut pas se leurrer, l'être humain est une créature sociale, et l'une des forces les plus puissantes qui guident notre comportement, c'est ce besoin d'appartenir à un groupe, l'influence de notre tribu. Et les chiffres sont parlants. Tenez, un exemple. La probabilité de devenir obèse augmente de 57% si on a un ami proche qui le devient. C'est énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que nos amis, notre famille, ils définissent ce qui est normal. Et au fond, rien ne booste plus la motivation que de faire partie d'un groupe où la bonne habitude est la norme. L'identité de chacun finit par se lier à celle du groupe.
Troisième loi, et celle-là, elle est pleine de bon sens, rendre l'habitude facile. Il faut réduire la friction pour pouvoir commencer. C'est une vérité universelle, on va toujours naturellement vers le chemin qui demande le moins d'efforts. Donc logiquement, la meilleure façon de se mettre à une bonne habitude, c'est de la rendre aussi simple que possible au démarrage. Concrètement, ça s'appelle préparer son environnement. Si on veut faire du sport, on prépare ses vêtements et ses chaussures la veille. Si on veut manger plus sain, on sort déjà la poêle sur la cuisinière. On veut dessiner, on laisse les crayons bien en évidence sur le bureau. Chaque petit obstacle qu'on enlève, c'est une chance de plus de vraiment passer à l'action. Et on arrive à la dernière loi, la quatrième. Et c'est peut-être la plus importante. La règle cardinale du changement de comportement, il faut rendre l'habitude satisfaisante. Parce qu'on a tous un problème fondamental, notre cerveau est câblé pour préférer les récompenses immédiates. Tout de suite, maintenant, pas dans 6 mois. Et pour ça, l'histoire de Trent Dearsmith, un jeune courtier, est géniale. Chaque matin, il arrivait à son bureau et il posait 2 bocaux. Dans le premier, 120 trombones. Et dans le deuxième, rien. Il était vide. Son système était d'une simplicité enfantine. Après chaque appel de vente, hop, il prenait un trombone du bocal plein pour le mettre dans le bocal vide. Et pourquoi ça marchait du tonnerre ? Parce que ce tout petit geste lui donnait une satisfaction immédiate. Il voyait son progrès, là, sous ses yeux. Ça le rendait tangible, réel. C'est un pur hack du cerveau. Bon, on a vu les 4 lois, mais au-delà de la technique, il y a un secret, quelque chose de plus profond. Le vrai changement, le changement qui dure, en fait, il ne s'agit pas de ce qu'on fait, il s'agit de qui on devient. C'est une question d'identité. Et toute la nuance est là. Il y a un monde entre se dire « je suis le genre de personne qui veut ça » et « je suis le genre de personne qui est ça ». Le premier est focalisé sur un résultat. Le deuxième est basé sur une identité. Le but, ce n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le but, ce n'est pas de courir un marathon, c'est de devenir un coureur. C'est ce qui amène à cette idée que la forme ultime de motivation, la plus puissante, celle qui vient de l'intérieur, c'est quand une habitude devient une partie de notre identité. Parce qu'une fois qu'on est fier d'un aspect de qui on se bat bec et ongles pour garder les habitudes qui vont avec. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. La vraie question. Au fond, ce n'est pas « qu'est-ce qu'on veut accomplir ?» mais plutôt « qui est-ce qu'on souhaite devenir ?» Parce que chaque action qu'on fait, chaque jour, c'est comme un vote. Un vote pour le type de personne qu'on veut être. La question c'est donc, pour qui vote-t-on aujourd'hui ?